Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau grand angle consacré à un chapitre de géographie important qui traite des migrations et des mobilités touristiques internationales. De nos jours, le monde est profondément transformé par les mobilités. Celles-ci peuvent être motivées par de nombreux facteurs: fuir un danger, vivre mieux, travailler, étudier, s'enrichir, visiter. Les flux migratoires internationaux représentent des enjeux très différents, géographiques, économiques, sociaux ou encore politiques et géopolitiques, tant pour les espaces de départ que pour les espaces d'arrivée. Ils sont marqués par une grande diversité d'acteurs et des mobilités aux finalités contrastées. Migration de travail, d'études, migration forcée, réfugiés. Ils font l'objet de politiques et de stratégies différentes selon les contextes. Avec le développement et l'évolution des modes de transport, les mobilités touristiques internationales sont en plein essor et se diffusent au-delà des foyers touristiques majeurs. Alors, quelle est l'ampleur des mobilités dans le monde d'aujourd'hui et quels défis soulèvent-elles? Débutons ce grand angle par un zoom permettant de réfléchir à cette problématique d'abord à une échelle locale, ou devrais-je dire plutôt régionale, et partons pour cela en mer Méditerranée, un bassin migratoire majeur. Commençons par présenter la mer Méditerranée en 3 chiffres. 2,5 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie de cet espace. 24, le nombre de pays côtiers. 350 millions, le nombre d'habitants bordant les régions côtières du bassin méditerranéen. Alors, en quoi les déplacements de population font-ils de la mer Méditerranée un bassin migratoire? Les principales régions de départ dans le bassin méditerranéen sont l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Égypte, ainsi que le Proche-Orient, Turquie, Syrie. Les principales régions d'arrivée de ces flux migratoires sont l'Europe méridionale, Italie, Espagne, France, ainsi que l'Europe des Balkans, la Grèce particulièrement. On distingue plusieurs types de flux migratoires dans le bassin méditerranéen. D'abord, des migrations de travail ou migrations économiques, des pays sous-développés vers les pays riches. Ensuite, des migrations forcées, des demandeurs d'asile par le contexte politique, guerre ou régime autoritaire. Ajoutons également des migrations de retraite, retraités des pays développés en direction de pays où le coût de la vie est moins élevé. Enfin, des migrations de transit, les migrants qui sont de passage dans un pays entre le pays de départ et le pays d'arrivée. Les flux migratoires dans le bassin méditerranéen sont bel et bien asymétriques. Les flux sud-nord, c'est-à-dire des pays pauvres vers les pays riches, sont beaucoup plus importants que les flux nord-sud. Les migrations en direction de l'Europe sont difficiles car les migrants doivent fuir des pays pauvres ou en guerre, les parcours migratoires sont dangereux, les distances sont longues et l'entrée dans les pays d'accueil, principalement l'Union européenne, n'est pas autorisée car il y a des frontières à traverser et qui sont très contrôlées. Les conséquences des migrations dans le bassin méditerranéen sont économiques pour les migrants qui trouvent un emploi dans le pays d'accueil et politiques entre les pays d'un champ migratoire qui ont la possibilité de trouver des accords de coopération pour organiser les migrations. Les conséquences sont le départ d'une main-d'œuvre souvent qualifiée qui peut faire défaut dans les pays de départ, ce que l'on appelle le brain drain, souvent appelé fuite des cerveaux, nous en reparlerons tout à l'heure, et plus largement le départ des forces vives d'une population. On observe des conséquences plus positives, notamment les remises, les transferts financiers en direction des pays de départ, mais aussi le phénomène de retour des migrants, le brain gain, qui reviennent avec le capital financier, culturel, technique, économique acquis dans le pays d'accueil de leur parcours migratoire. Les difficultés auxquelles les migrants sont exposés sont le contrôle opéré par les autorités des différents pays, qu'ils soient de départ, de transit ou d'accueil, les obstacles physiques, barrières, murs barbelés érigés le long des frontières, potentiellement traversés par les migrants, c'est le cas notamment en Italie ou dans le sud de l'Espagne, les contestations menées par certains groupes ou mouvements politiques xénophobes dans les pays d'accueil qui cherchent à empêcher l'arrivée des migrants. Et après ce focus sur la mer Méditerranée comme bassin migratoire, venons-en maintenant à une réflexion sur les migrations à l'échelle mondiale. Et commençons par une première partie permettant de bien comprendre quelles sont les caractéristiques des flux migratoires internationaux. Les migrations internationales augmentent depuis les années 1980. Par migration, on entend le déplacement d'une population quittant son lieu de résidence pour s'installer dans un autre. D'après l'ONU,
On dénombre 260 millions de migrants internationaux en 2019, soit environ 3,5% de la population mondiale, contre 220 millions en 2010. Les migrants internationaux désignent les personnes installées dans un pays différent de celui où elles sont nées. Les migrations internationales se sont diversifiées, elles engendrent des flux que l'on pourrait définir comme des courants d'échange, visibles ou non, qui sillonnent la planète. Des flux qui relient des pays limitrophes, qui sont internes à des régions ou des continents, ou bien qui sont intercontinentaux. Si le transport aérien domine à l'échelle planétaire, d'autres modes de circulation terrestre et maritime jouent un grand rôle à l'échelle régionale. Nous venons de le voir avec la Méditerranée. Toutes les régions du monde sont concernées par ces flux de migration internationale. Les flux migratoires des régions en développement d'abord, pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, vers l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, restent importants. On parle de flux sud-nord. Ensuite, les migrations entre pays en développement, qui s'intensifient, flux sud-sud. Enfin, le sud, qui est un espace d'émigration, mais aussi d'immigration et de transit. Ainsi, les pays pétroliers du Golfe Persique, comme Dubaï, attirent des migrants d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. En Afrique subsaharienne, les migrations internes sont plus importantes que celles qui se dirigent vers le reste du monde. En 2019, les 5 pays accueillant le plus de migrants sont les États-Unis, 50 millions, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et la Russie qui totalisent 12 millions chacun, et le Royaume-Uni avec 9 millions de migrants. Intéressons-nous à présent aux facteurs des migrations, aux causes, clairement, de ces mouvements de population. En 1989, le démographe français Alfred Sauvy disait « Si les richesses ne vont pas là où sont les hommes vont naturellement là où sont les richesses ». Cette citation permet d'expliquer l'importance des migrations de travail qui entraînent souvent des migrations familiales. Liées aux inégalités de développement et de richesse, elles concernent surtout des travailleurs peu qualifiés qui se dirigent vers un pays plus riche que le leur, développé ou non. Le brain drain, fuite des cerveaux, c'est-à-dire départ de personnes qualifiées vers des pays offrant de meilleures conditions de travail, concerne les travailleurs qualifiés du Nord comme du Sud. Une partie du personnel des firmes transnationales est expatriée, un expatrié étant une personne qui travaille à l'étranger pour le compte d'une entreprise de son pays d'origine. L'instabilité politique et l'accroissement des risques liés au changement climatique entraînent une augmentation du nombre de réfugiés, personnes contraintes de quitter leur pays pour des raisons politiques, religieuses, ethniques ou climatiques. Mais que fuient clairement les réfugiés? Ces derniers fuient d'abord les persécutions, comme les Rohingyas, minorité musulmane de Myanmar, où ils sont considérés comme des étrangers au sein d'un pays à plus de 90% bouddhiste, ce qui les conduit à s'exiler dans les pays voisins, comme au Bangladesh. Les réfugiés fuient également les pays en guerre, comme la Syrie et le Yémen. Les migrants en provenance de Syrie, soucieux de fuir le régime de Bachar al-Assad, se rendent dans des pays voisins ou tentent, au péril de leur vie, de traverser la Méditerranée pour rejoindre le continent européen. Le monde entier retiendra à ce sujet la photo du petit Elan Kurdi, une image glaçante montrant le corps sans vie de ce petit garçon de 3 ans allongé sur une plage de Bodrum, en Turquie, le visage à moitié enfoui dans le sable. Cet enfant, un Syrien d'origine kurde, était mort noyé le 2 septembre 2015 alors qu'il tentait de quitter la guerre civile syrienne avec sa famille. Cette photo est devenue le symbole de la crise migratoire que traverse l'Europe. Enfin, les réfugiés climatiques, c'est-à-dire les personnes contraintes de se déplacer suite à un événement d'origine climatique, seraient 45 millions en 2019. Apparu dans les années 80, ce type de migration concerne pour le moment les habitants des villes du Pacifique menacées de submersion et ceux du delta du Gange, fleuve qui traverse le nord de l'Inde. Selon la Banque mondiale, d'ici 2050, le changement climatique poussera 143 millions de personnes à migrer. Terminons par l'immigration de retraités vers des pays plus ensoleillés, développés ou non, qui augmentent, c'est un constat indéniable. L'Espagne en Europe, le Maroc, la Tunisie ou le Sénégal en Afrique répondent à leur désir de soleil à moindre coût. Un mot de la diversité des migrants. En 2019, 60% des migrants proviennent du continent asiatique, 17% du continent africain, 13% d'Amérique et 10% d'Europe. Les profils des migrants sont très divers, travailleurs hommes, femmes à hauteur de 48% du total de migrants, enfants. De plus en plus, les populations éduquées tentent leur chance à l'étranger.
Elle représente un espoir pour la famille qui reste au pays. Avec les programmes d'échange universitaires comme Erasmus en Europe, la mobilité internationale des étudiants s'intensifie. Intéressons-nous à présent dans une deuxième partie aux enjeux des migrations internationales sur les territoires avec les conséquences de ces mouvements de population dans les pays de départ et dans les pays d'arrivée. Les migrants ont souvent pour objectif de sortir de la pauvreté. Les migrations permettent de limiter le chômage, elles génèrent des flux financiers considérables, les remises, transfert d'argent de migrants vers leur pays d'origine. Les remises renforcent les interdépendances entre les territoires à l'échelle mondiale. D'après la Banque mondiale, les envois de fonds vers les pays à faible revenu ont atteint 466 milliards de dollars en 2017. Les migrations constituent une perte de main-d'œuvre qualifiée. Le brain drain se manifeste par le départ des élites vers des pays d'accueil plus attractifs pour la réalisation d'un projet professionnel, économique, culturel ou personnel. Face à cette fuite des cerveaux, les pays du Sud ont entrepris des négociations avec les pays d'accueil pour faire du brain drain un brain gain, c'est-à-dire un retour des cerveaux, politique visant à faciliter le retour au pays des travailleurs qualifiés. Après avoir traité des conséquences de ces migrations pour les pays de départ, voyons les conséquences de ces migrations dans les pays d'arrivée, les pays d'accueil. Dans les pays développés, l'immigration fournit une main-d'œuvre manquante pour les emplois peu qualifiés et ralentit le vieillissement de la population. C'est le cas en Allemagne, en Italie ou en Russie. En Europe, des secteurs entiers de l'économie sont dépendants de l'immigration. Le bâtiment, la restauration, le nettoyage, ces métiers sont pénibles et mal payés. Les migrants s'installent surtout dans les grandes villes où apparaissent parfois des quartiers cosmopolites comme à Paris en France ou Toronto au Canada. Rassemblant les migrants en fonction de leurs origines, ces quartiers présentent un paysage particulier avec des commerces de produits étrangers. De nombreux pays d'arrivée sont réticents à accueillir des migrants et définissent des politiques migratoires restrictives. Cette crainte de l'immigration transforme les frontières. On aperçoit notamment la construction de murs entre les États-Unis et le Mexique, entre la Serbie et la Hongrie, entre l'Inde et le Bangladesh, mais aussi multiplication des systèmes de surveillance. C'est le cas de l'agence Frontex en Méditerranée. Revenons un instant sur le mur entre les États-Unis et le Mexique. On en parle beaucoup. Il date de 1821, fait plus de 3000 km de longueur et va de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Il traverse essentiellement des régions arides et relativement peu peuplées. Avec 181 millions de personnes l'ayant franchi à ce jour, la frontière mexicano-américaine est la plus empruntée du monde. Cette politique de mur a été vivement contestée à l'échelle internationale. Voyez cet exemple pour le moins atypique. Cela se passe sur la frontière mexicano-américaine, la Mex-Amérique comme on l'appelle. Pour prendre à contre-pied la multiplication des murs et barrières dans le monde, l'artiste français JR a organisé un pique-nique géant de part et d'autre de la frontière à Tecata, au Mexique, le 8 octobre 2017. À ce propos, un article du Figaro intitulé Le pique-nique géant de JR pour faire oublier le mur entre les États-Unis et le Mexique, rédigé par Myrtille Serre et publié le 20 octobre 2017, est à lire. Le même jour, le président des États-Unis, Donald Trump, avait annoncé le renforcement des contrôles aux frontières du Mexique. Concernant l'agence Frontex, mentionnée un peu plus haut, il s'agit de l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, créée en 2004. Il s'agit d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dont le siège se trouve à Varsovie, en Pologne. Dans les pays pauvres, l'arrivée massive de réfugiés peut déstabiliser des régions entières et nécessite l'aide des ONG, comme le difficile accueil des Rohingyas au Bangladesh. Un article du Courrier international paru le 28 septembre 2018 est rédigé par Raoul Patak en traite. Les pays de départ exercent une diplomatie des migrations avec les pays d'accueil à travers l'attention portée à leurs ressortissants, maintien du droit de vote, soutien aux associations défendant la culture du pays d'origine. On appelle un ressortissant une personne qui, dans un pays, relève de l'autorité d'un autre pays. Des accords diplomatiques sont signés avec les pays d'accueil. Par exemple, le Sénégal a signé avec la France un accord bilatéral en 2009 dans lequel il s'engage à envoyer de la main-d'œuvre et accepte le retour des sans-papiers originaires du pays africain.
Des communautés anciennes et nombreuses de migrants peuvent aussi conserver des relations étroites entre elles et avec leur pays d'origine, constituant ainsi une diaspora, communauté de migrants dispersés dans le monde entier, ayant conservé une identité culturelle et des relations fortes avec le pays d'origine. Ces diasporas sont réparties dans le monde entier, les principales étant les diasporas chinoises, 50 millions de Chinois vivent hors de Chine, indiennes et libanaises. Cap à présent pour notre dernière partie sur le tourisme. Force est de constater aujourd'hui que les mobilités touristiques internationales sont en plein essor. Aller dans un pays différent du sien pour son plaisir est devenu la principale cause des mobilités internationales. Alors, comment s'expliquent et se structurent ces mobilités? Élément de réponse tout de suite. Premier constat, les touristes sont à l'heure actuelle de plus en plus nombreux. Les mobilités touristiques sont en forte croissance depuis les années 1980, 280 millions de touristes dans les années 80, contre 1,4 milliard l'an passé. Elles concernent 17% de la population mondiale. Cet accroissement s'explique par l'élévation du niveau de vie et les mutations du transport aérien, avec le développement de compagnies low cost, compagnies aériennes à bas coût, à partir des années 90, comme Ryanair, EasyJet ou Transavia, pour ne prendre que ces trois exemples. Ryanair est la compagnie aérienne low cost la plus importante d'Europe. La compagnie propose des vols pour Madrid, Barcelone, Londres, Dublin, Berlin ou encore Rome. EasyJet est une autre compagnie aérienne low cost européenne. Quant à Transavia, c'est une compagnie néerlandaise qui fait partie du groupe Air France KLM. La compagnie dessert de nombreuses destinations en Afrique du Nord, telles que Agadir, Marrakech, Tunis ou encore Djerba. Plusieurs aéroports, Paris, Londres, Dubaï, Singapour, Shanghai, New York ou Los Angeles, sont devenus des nœuds aériens du tourisme mondial. En effet, le transport aérien est le mode de transport le plus emprunté par les touristes internationaux, à hauteur de 57%, devant la route, 37%, la mer, 4%, et le rail, 2% seulement. La grande nouveauté vient de l'élargissement des pays émetteurs de flux touristiques. L'Asie orientale est devenue un pôle majeur. La Chine est à l'origine d'un cinquième des dépenses touristiques mondiales, l'équivalent de 258 millions d'euros en 2017. Les destinations internationales se sont elles aussi diversifiées, mais certains pôles dominent: l'Europe de l'Ouest, France, Espagne, Italie principalement, l'Asie-Pacifique, Chine-Japon, et l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Les touristes internationaux sont présents sur tous les continents, mais 80% de leurs déplacements se font dans leur espace régional d'origine. En Europe, par exemple, 87% des séjours internationaux sont le fait d'Européens. La diversité des flux touristiques répond à différents types de tourisme. Les stations balnéaires d'abord, en bord de mer. La première zone attractive pour l'héliotropisme est le pourtour méditerranéen. Les deux autres zones concernées massivement sont le bassin des Caraïbes et l'Indonésie, principalement les Philippines et la Thaïlande. À noter aussi les stations de sport d'hiver, très importantes en France notamment, les sites patrimoniaux culturels, toutes les grandes villes, les sites patrimoniaux naturels, les parcs naturels, enfin les parcs à thème. Prenons pour exemple Disneyland, un parc d'attractions reproduit à l'échelle mondiale, de Anaheim en Californie à Tokyo au Japon, en passant par Paris en France, Orlando en Floride ou encore Hong Kong, ouvert en 2005. Au total, il existe à ce jour 12 parcs Disney dans le monde, dont 6 rien qu'aux États-Unis. La généralisation des voyages organisés facilite les mobilités touristiques. Les croisières, par exemple, répondent à un désir du tout inclus. Le numéro 2 mondial de la croisière, l'armateur américain Royal Caribbean Cruises Line, a confirmé en 2014 au chantier naval de Saint-Nazaire, qui emploie 2400 personnes, la commande d'un nouveau de la mer, un 4e exemplaire de la classe Oasis, véritable mastodonte de 360 mètres de long. C'est le plus gros navire de croisière au monde qui peut accueillir plus de 6000 passagers. On y trouve divers équipements de loisirs, des piscines, des théâtres, des murs d'escalade, un golf, un casino, une patinoire et même une tyrolienne géante. Les premières destinations touristiques, elles, sont concentrées dans les pays du Nord, nous l'avons bien compris. Ainsi, Paris et sa région constituent la première destination touristique mondiale avec plus de 30 millions de touristes par an.
Le tourisme de masse a des effets économiques considérables. Les recettes du tourisme international s'élèvent à plus de 1,3 milliard de dollars, soit 10% du PIB mondial. Ce secteur concerne aujourd'hui un emploi sur 10 dans le monde. Les territoires sont transformés par le tourisme. Sur les littoraux, des stations balnéaires sont aménagées. Les massifs montagneux sont équipés en stations de sport d'hiver. Les villes restaurent leur patrimoine. Le tourisme permet aussi d'améliorer les infrastructures de transport, aéroports et routes principalement. Les espaces touristiques sont parfois au cœur de conflits d'acteurs. Le tourisme peut entrer en concurrence avec d'autres activités, telles la pêche, l'agriculture, l'industrie. Il peut porter atteinte à l'environnement, entraînant des cas de pollution et provoquer des réactions des populations locales dans le cadre de l'overtourisme, sentiment que les flux touristiques dépassent la capacité d'accueil d'un territoire, ce qui provoque des rejets. C'est le cas ainsi à Barcelone, en Espagne, où des manifestations éclatent contre la hausse des prix de l'immobilier lié au tourisme, ou encore à Venise, en Italie, où face à l'afflux de touristes étrangers, près de 30 millions chaque année, des mesures ont été prises. Depuis 2017, la création de nouveaux hôtels dans le centre-ville de Venise est interdite. En 2018, le maire a proposé des itinéraires obligatoires pour les touristes, réservant certaines rues et certains débarcadères aux habitants. Et depuis janvier 2019, les navires de croisière de plus de 96 000 tonnes n'ont plus le droit de parcourir le Grand Canal. Il faut dire que le patrimoine de Venise est considérablement menacé par ce tourisme de masse. Pour éviter cela, le tourisme durable se développe, plus respectueux des écosystèmes, c'est l'écotourisme, et des sociétés locales, tourisme équitable. Et pour aller plus loin, je vous invite à regarder le film Rêve d'or de Diego Quemada Diez, réalisé en 2013, qui présente 3 jeunes adolescents fuyant le Guatemala, ce petit état d'Amérique centrale, espérant trouver une vie meilleure aux États-Unis. Autre recommandation, le film Welcome de Philippe Lioré, réalisé en 2009, qui présente la rencontre entre Bilal, un jeune migrant kurde qui souhaite traverser la Manche à la nage, et Simon, le maître nageur de la piscine municipale de Calais. Enfin, un documentaire Human Flow de l'artiste chinois Ai Weiwei, réalisé en 2017, qui aborde l'ampleur de la problématique migratoire à travers les trajectoires d'hommes et de femmes de 23 pays différents. Documentaire bouleversant. Et c'est la fin de ce grand angle consacré aux migrations et aux mobilités touristiques internationales. Merci de votre attention. Bonne journée à tous et à dimanche pour le journal.